Les francs-maçons, plus ancienne et plus grande société secrète du monde. Nous allons pénétrer dans les temples, nous plonger dans la compréhension des symboles maçonniques et apprendre des secrets étonnants qui n'ont jamais été évoqués jusque-là. Les francs-maçons ont vraiment créé les États-Unis d'Amérique. Nous allons découvrir les tracés maçonniques qui quadrillent Washington et sont censés mener à un trésor. La chasse au trésor national commence ici. Voici le point d'origine. Décoder les symboles et l'architecture maçonnique susceptibles de nous révéler un cataclysme terrifiant qui pourrait affecter le monde entier. L'année 2022 correspond au jour du jugement dernier, la fin des temps, Armageddon. Dévoiler la vérité sur la plus mystérieuse organisation de la planète, les francs-maçons. Depuis des siècles, des chercheurs essaient de percer à jour les secrets des francs-maçons. Les pistes, les codes et les révélations semblent tous conduire à un lieu particulier, la capitale des États-Unis. Notre quête sur la vérité de la plus puissante organisation secrète du globe débute ici, à Washington. Une ville construite par les francs-maçons, pour les francs-maçons. Une ville parsemée de secrets et de codes maçonniques, incorporés dans chaque édifice emblématique. Il y a une expression très courante dans la culture maçonnique. C'est caché au grand jour. Si on sait vraiment quoi chercher à Washington, les symboles de la tradition maçonnique sont omniprésents. Du Washington Monument au Capitole des États-Unis, en passant par les fondations secrètes de la ville même, la capitale regorgerait de symboles maçonniques seulement connus des initiés. Ce qu'il y a de fascinant ici, c'est que l'information est communiquée par de nombreux moyens autres que des mots, autres que du texte. Elle est communiquée par un éventail d'illustrations et de peintures symboliques, ayant une signification spécifique. Avant de pouvoir interpréter les codes disséminés à Washington, il faut comprendre les origines de l'organisation qui les a placés là. La franc-maçonnerie est une confrérie au passé mystérieux, au recrutement mystérieux et aux objectifs mystérieux. Ce n'est pas un club social. Ce n'est pas une association. Certainement pas une organisation religieuse. Et ce n'est pas une œuvre de charité. Le mystère enveloppant les francs-maçons provient de l'aura de secret qui leur est associée au fil des ans. Peu d'autres organisations imposent un rituel d'initiation les yeux bandés, un pacte de sang ou une identification par code et symbole. Ces images vont vous montrer en détail l'initiation d'un maître franc-maçon. Lors de la première étape, un nouveau venu a les yeux bandés. Il est dévêtu et il jure de ne jamais révéler les secrets maçonniques. Lors de l'étape finale, l'aspirant maître pratique un rituel de mort et de résurrection sur l'apprenti, rituel qui évoque un sacrifice humain. L'initiation est un processus ésotérique qui transmet, via le langage des symboles, des concepts très forts et qui offre à l'initié des outils grâce auxquels il pourra s'améliorer. Lorsqu'un individu est initié, les francs-maçons disent alors qu'il est différent.
C'est une véritable transformation interne de la personnalité qui développe une plus grande conscience du monde physique, intellectuel et spirituel dans lequel nous vivons. Et si l'initié trahit le moindre secret, il encourt une terrible sanction. Le serment maçonnique prévoit que le traître aura la gorge tranchée, sera étripé, sera brûlé vif. L'engagement des francs-maçons à respecter le secret est la chose qui les différencie d'un simple Rotary Club ou de toute autre organisation fraternelle. Il y a 3 niveaux fondamentaux chez les francs-maçons: apprenti, membre et maître. À chaque niveau franchi, un franc-maçon a un accès plus important au code caché de la confrérie. Ces niveaux sont appelés degrés. Et il existe des degrés additionnels ainsi que différents rites maçonniques. Le rite écossais ancien et accepté, le rite d'York et les Shriners, chacun se distinguant par son serment et ses codes. Le rite écossais ancien et accepté compte 33 degrés, et le nombre 33 apparaît régulièrement comme un code dissimulant les plus grands secrets. Mais seuls les francs-maçons connaissent sa signification. Pour eux, la confidentialité sert un objectif vital. La confidentialité est un symbole comme tout le reste chez les francs-maçons. C'est un symbole d'honneur. Si on ne peut pas garder secret une façon de se serrer la main ou un mot de passe, alors on n'est pas digne de confiance. Nous insistons sur le secret pour apprendre aux membres le silence. Le silence est la clé dans la franc-maçonnerie. Quand on parle, on n'apprend pas. Il faut se taire pour écouter et assimiler. Une autre raison d'inculquer le silence, c'est qu'il apprend aux francs-maçons à se faire confiance. Si mes frères ne peuvent pas me faire confiance, alors je suis fichu. Ce voile de secret est la raison pour laquelle certaines organisations religieuses prétendent que la franc-maçonnerie est une force obscure qui encourage la supercherie, la trahison politique, l'athéisme et même le satanisme. Les francs-maçons ont la réputation, pour les chrétiens évangéliques et autres, d'être quelque peu sataniques ou de s'adonner aux sciences occultes. Et on se demande si les francs-maçons ne se sont pas fait eux-mêmes cette réputation pour accentuer le côté mystique de leur organisation. La franc-maçonnerie reste une société ésotérique. Et ésotérique semble avoir le même sens que culte, mais c'est faux. Ésotérique signifie simplement un savoir détenu par un groupe de personnes. Il n'est pas partagé avec des gens extérieurs à ce groupe. Les francs-maçons disent que leurs mystères ne peuvent être que vécus, pas révélés. Ce qui peut être révélé, c'est l'équipement symbolique et les objets sacrés se trouvant dans une loge maçonnique et provenant de l'un des plus anciens métiers du monde. Regardez dans une loge. Regardez ce qu'on peut y voir. On y voit les symboles des tailleurs de pierre, des maçons, des bâtisseurs. On y voit l'équerre et le compas. On y voit le maillet. On y voit les truelles. Ce sont tous des symboles de bâtisseurs. Ces outils rituels renvoient à l'histoire de l'origine de la société secrète. Au XIIe siècle, l'Europe connaît une révolution dans l'architecture. Des innovations, comme l'arc-boutant, permettent de bâtir des édifices plus grands, plus élevés et plus aérés. Les villes entrent en compétition pour construire les plus grandes cathédrales. Et cette révolution donne jour à un groupe de bâtisseurs, des maçons, qui protègent jalousement leurs secrets. Un franc-maçon cultivait le secret. Il ne mettait jamais par écrit la géométrie sacrée de son art. Il ne mettait jamais par écrit comment il l'avait appris. Il l'avait appris en tant qu'apprenti, dans ce qu'on appelait une loge. Et le savoir était délivré par le maître maçon. Il était le franc-maçon, c'est-à-dire libre d'aller d'une ville à l'autre, d'un chantier à un autre. Ces maçons libres et itinérants ne parlent de leur métier qu'avec des membres de la même guilde. Et ils se reconnaissent par des poignées de main secrètes et des phrases codées. Néanmoins,
certains affirment que cette société est plus ancienne que cela. Bien plus ancienne. Je pense qu'une partie du mystère de la franc-maçonnerie réside dans sa connexion avec le monde antique. Ses racines remontent aussi loin que les mystères égyptiens d'Isis et d'Osiris. La société remonte jusqu'à Imhotep, de l'Égypte antique. Imhotep a été le premier grand architecte vers 2800 avant Jésus-Christ. Il était le grand vizir du pharaon Djéser. Il a bâti la pyramide à degrés. Il était aussi médecin et philosophe. C'est l'un des rares hommes qui n'était pas un pharaon à avoir été divinisé. La pyramide est un symbole que l'on retrouve souvent dans la franc-maçonnerie. Dans la structure des loges, dans les icônes rituelles, et même dans le grand sceau des États-Unis, clairement maçonnique, qui est imprimé sur chaque billet de banque. Mais que désignent ces symboles égyptiens et maçonniques? Pourquoi les francs-maçons ont-ils intégré ces éléments mathématiques et historiques distinctifs à leur symbolique? Et pourquoi les dissimulent-ils au grand jour dans les rues de la plus grande ville maçonnique du monde? L'idée, c'est que si on est un initié, si on est versé dans les secrets de la confrérie, on va comprendre tout ce que ces symboles signifient, contrairement à l'individu lambda qui ne le sait pas. D'aucuns déclarent que les rues de la capitale des États-Unis forment un code secret qui, une fois déchiffré, conduit à un trésor. Les secrets des francs-maçons perdurent depuis des siècles, codés dans des symboles, des édifices et l'architecture. Et d'autres encore disent que les monuments de Washington, D.C. ne sont rien moins que la clé ouvrant accès aux secrets de la franc-maçonnerie. La capitale est un endroit fascinant. Elle possède une véritable histoire cachée. Elle est fascinante car elle a été conçue comme une ville maçonnique. Une balade à travers ces rues emblématiques révèle plus de mystères que de réponses. Warren Gettler est un ancien journaliste du Wall Street Journal et l'auteur de l'ouvrage Rebel Gold. Dans son livre, Gettler étudie un lien entre les francs-maçons et un ancien trésor perdu. Peu de gens savent que la plupart des grands monuments de Washington ont été conçus par des francs-maçons. Le Washington Monument, le Capitole et la Maison-Blanche ont tous été conçus par des francs-maçons. Et ils ont élaboré ici, à Washington, ce que l'on appelle le triangle fédéral. Il est même indiqué dans le métro, mais peu de gens savent ce qu'il représente vraiment. C'est le triangle rectangle de Pythagore. La somme des carrés des deux côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Ce triangle rectangle est appelé le fondement de toute la maçonnerie. Certains disent qu'il symbolise la puissance des francs-maçons, d'autres qu'il symbolise une carte. Voici le point de départ du triangle fédéral. Il y a une ligne qui part vers le nord jusqu'à la Maison-Blanche. Et là, il y a une ligne qui part vers l'est jusqu'au Capitole. Ces deux lignes se rejoignent ici, où devrait se trouver le Washington Monument, pour former un triangle rectangle. C'était très important dans la tradition maçonnique. La précision mathématique est primordiale pour les francs-maçons qui fondent Washington. Lorsqu'ils doivent déplacer le site du Washington Monument à cause d'un sol trop marécageux, ils posent une pierre spéciale qui indique l'emplacement exact de ce sommet du triangle. Qui sont ces mystérieux bâtisseurs francs-maçons? Personne d'autre que les pères fondateurs des États-Unis. La ville de Washington, D.C. est créée par George Washington, franc-maçon depuis l'âge de 20 ans, avec le concours de l'architecte Pierre-Charles L'Enfant, franc-maçon, Andrew Ellicott, franc-maçon, et Benjamin Banneker, franc-maçon afro-américain. La capitale des États-Unis est fondée en 1791 lors d'une cérémonie maçonnique. Par respect pour leur héritage de tailleurs de pierre,
les pères fondateurs matérialisent la future capitale avec une seule pierre sacrée de la fondation. Puis, pour des raisons inconnues, l'emplacement de cette pierre de la fondation est rapidement oublié. Parmi les millions de touristes qui visitent Washington, D.C., peu savent que la pierre de la fondation de la ville existe vraiment. Encore moins où elle se trouve aujourd'hui. Nous sommes sous le pont Woodrow Wilson. Et la pierre de la fondation de Washington, D.C. est là-bas. Suivez-moi. Site le plus important de la nation en 1791, il est quasiment oublié au fil du temps. Les francs-maçons sont venus ici le 15 mars 1791 et ils ont posé la première borne de la nouvelle ville de Washington, D.C. On a installé une petite vitre afin que les gens puissent la voir. À partir de là, la ville se développe en forme de diamant. Même les limites de la ville reflètent un autre secret maçonnique. George Washington a persuadé des membres du Congrès que le district de Columbia devait être un carré de 16 km de côté. Le carré est un symbole très important chez les francs-maçons. C'est un symbole de vertu et de sagesse. 2 ans plus tard, George Washington dirige une autre cérémonie maçonnique. Cette fois, au centre de la capitale en expansion. Il a mis sa tenue de franc-maçon et il a mené une parade de francs-maçons le long de Pennsylvania Avenue jusqu'à Jenkins Hill, qui est ensuite devenu Capitol Hill, pour poser la pierre angulaire de cet édifice lors d'une cérémonie maçonnique. Ce fait, en lui-même, indique combien il estimait la franc-maçonnerie. Avant même qu'il ne soit achevé, le bâtiment est appelé le Temple de la Liberté. Néanmoins, certains prétendent que le Capitole des États-Unis n'est pas un temple symbolique, mais un temple au sens littéral du terme. Un temple maçonnique. Le Capitole des États-Unis a de nombreuses caractéristiques d'architecture qui l'apparentent clairement à des temples anciens. Il est bâti en pierre, il a une entrée souterraine, des chambres secrètes, une géométrie sacrée. Tout cela nous indique que cet édifice est en fait un temple. Les francs-maçons accomplissent leur rituel dans un bâtiment qu'ils appellent temple. À l'intérieur du Capitole, les similitudes avec un temple maçonnique sont encore plus perceptibles. Sur le plafond de la rotonde se trouve une étrange fresque aux connotations religieuses typiques. Elle dépeint George Washington dans les cieux, entouré des personnages de la liberté et de la victoire. Cette peinture a pour nom l'apothéose de George Washington. Apothéose est un terme issu du grec ancien qui signifie déification ou élever un homme au rang de Dieu. George Washington est représenté comme l'un de ces humains déifiés dans une scène céleste. Sous la rotonde se trouve une autre salle encore plus emblématique d'un temple, la crypte. La crypte est le niveau situé juste sous la rotonde du Capitole. Elle comprend 40 colonnes, exactement comme le dôme du rocher à Jérusalem, que l'on considère aussi comme l'endroit où était jadis situé le temple de Salomon. La crypte a une autre fonction. Elle annonce l'entrée d'un tombeau. Dans ce cas-là, au sens littéral du terme. Directement sous la crypte se trouve une salle que peu de gens ont visitée, une petite chambre appelée le tombeau de Washington. Les constructeurs du Capitole souhaitent que la dépouille de George Washington repose éternellement en son sein, à la base même du Temple de la Liberté. Le tombeau est vide. Martha Washington a voulu que George soit inhumé à Mount Vernon. Mais il y a peut-être là une autre signification, une signification secrète. Pourquoi la tombe de Washington est-elle vide? Parce que Washington est dépeint comme un être ressuscité. Il est aux cieux. La mort et la résurrection des francs-maçons sont les éléments clés de l'initiation maçonnique. Elles sont représentées au cœur même du Capitole.
Certains suggèrent que l'édifice du Capitole s'inspire d'un temple particulier. Le temple qui occupe une position centrale dans la franc-maçonnerie et dans la Bible elle-même. Le Capitole des États-Unis est bien plus qu'un simple temple maçonnique. C'est le temple de Salomon. Le temple de Salomon, selon la Bible, est inauguré au Xe siècle avant Jésus-Christ. Durant 1000 ans, le peuple juif vénère la structure massive qui renferme l'Arche d'Alliance. Le temple est détruit par les troupes romaines en l'an 70 de notre ère. Mais pour les francs-maçons, il reste un symbole vital. Le temple de Salomon occupe une place centrale dans les degrés maçonniques. Il est essentiel aux croyances des francs-maçons. Un des vœux prêtés lors de l'initiation maçonnique est de rebâtir le temple de Salomon. Certains pensent que les francs-maçons l'ont littéralement fait à Washington, et cela pour une raison bien précise. L'une des légendes les plus anciennes et les plus ancrées courant sur le temple de Salomon raconte qu'à sa base se trouvait un vaste trésor caché. Si le Capitole est supposé être une réplique du temple de Salomon, quel est le trésor se trouvant au fond de la crypte? Certains affirment qu'il est juste symbolique, d'autres disent qu'il est réel. Warren Gettler prétend qu'il existe d'énormes dépôts d'or dissimulés par les francs-maçons. Leurs emplacements sont révélés seulement aux initiés. Nous avons vu des preuves de ces dépôts d'or. Ces caches souterraines d'or et d'armes sont toujours là. Il y a des lettres codées qui font référence à ces emplacements dans des cartes au trésor. On les appelle feuilles de route. Elles portent des noms qui renvoient à la franc-maçonnerie et à des choses évoquant le temple de Salomon. Il y a aussi ce fameux tableau de George Washington et sa famille assis autour d'une table sur laquelle est posée une carte de la toute nouvelle capitale. Et Washington semble pointer du doigt quelque chose. Alors, un trésor pourrait-il être enfoui dans la capitale? Les francs-maçons tentent de protéger leurs secrets à tout prix. Ils ont aidé à fonder Washington, D.C. Certains déclarent que des codes maçonniques sont intégrés dans l'architecture même du Capitole des États-Unis. Et ils ajoutent que ces codes mènent à un trésor. Il faut un certain génie pour composer une chasse au trésor à l'échelle d'un pays tout entier. Je sais que ces sites existent, je m'y suis rendu, j'ai vu un trésor, ou plutôt des objets relatifs au trésor, être déterrés. La plupart des codes concernant ce trésor paraissent liés à cette statue extrêmement curieuse qui se dresse près du centre de Washington, D.C. Alors, nous arrivons devant la statue d'Albert Pike, qui fut commandeur du rite écossais ancien et accepté, ici à Washington. Pike a été le franc-maçon le plus influent du monde durant des décennies. Au milieu du 19e siècle, Albert Pike dirige la réécriture des rituels maçonniques du rite écossais ancien et accepté, l'obédience maçonnique la plus vaste et la plus puissante d'Amérique. Son livre, Morale et dogme, est durant un temps offert à chaque nouveau franc-maçon. Pike était un véritable génie. Il était avocat, il était journaliste, il était auteur, il était dramaturge, il écrivait de la poésie, il parlait 7 langues. C'était un homme extraordinaire. Albert Pike ne se distingue pas uniquement par son haut grade chez les francs-maçons. La statue d'Albert Pike est la seule d'un général confédéré dans toute la ville. Albert Pike n'est pas seulement un franc-maçon. Il est aussi un esclavagiste, un général confédéré et un criminel de guerre reconnu dont les hommes scalpaient et torturaient les soldats de l'Union faits prisonniers. La guerre de sécession révèle une connexion entre les francs-maçons et une autre organisation secrète mystérieuse, les Chevaliers du Cercle d'Or. Les Chevaliers du Cercle d'Or étaient l'organisation subversive la plus puissante ayant jamais existé aux États-Unis.
Il comptait plusieurs centaines de milliers de membres qui juraient sur leur vie de garder le secret. Les historiens reconnaissent l'existence des Chevaliers du Cercle d'Or, le KGC. Cette organisation pro-confédérée engendre le trouble politique et s'adonne au sabotage durant la guerre de sécession. En outre, le KGC possède une autre caractéristique importante. Les Chevaliers du Cercle d'Or étaient une organisation maçonnique du rite écossais ancien et accepté. Les membres du Cercle d'Or utilisent des symboles et des codes maçonniques pour se reconnaître les uns les autres. Lorsque les espions de l'Union pénètrent le quartier général des Confédérés dans le sud, ils découvrent un livre de code du KGC, identique au codage des francs-maçons du rite écossais ancien et accepté. Et quand les Confédérés sont vaincus en avril 1865, leur trésor, constitué essentiellement d'or et d'argent, disparaît et n'est jamais retrouvé. Dans son ouvrage, Rebel Gold, Warren Gettler défend l'idée que l'or a été caché après la guerre par les Chevaliers du Cercle d'Or. Quel serait l'intérêt pour cette organisation d'enterrer de l'or? Eh bien, la réponse immédiate serait l'espoir que le Sud puisse se relever à un moment plus propice afin de réussir dans sa tentative de séparation de l'Union. Et on raconte que l'enfouissement de ce trésor secret aurait été dirigé par Albert Pike en personne, le grand commandeur du rite écossais ancien et accepté. Il fallait un vrai génie, quelqu'un de très pointu au niveau de la tradition maçonnique, des mathématiques et de la géométrie pour composer cette chasse au trésor. Gettler est persuadé que Pike a eu recours à des symboles et des équations secrètes maçonniques pour encoder l'emplacement exact de ces dépôts de richesses. Il y a un système là-dedans, un schéma géométrique qui correspond au cercle dans le carré, de sorte que si on pose ce schéma sur un certain point topographique d'une carte, on peut localiser l'emplacement des dépôts. La preuve de Gettler n'est pas simplement anecdotique. Je me suis rendu dans plus d'une dizaine de dépôts du KGC, qui présentent un schéma très spécifique de gravure sur la roche. Il décrit des objets enfouis dans le sol qui s'inscrivent tous dans l'alignement d'une grille au trésor. Quand on se rapproche du trésor, tout repose sur les gravures que l'on voit sur les parois rocheuses, les vieux arbres. Ces symboles composent une carte ésotérique menant au trésor. En 1994, Bob Brewer, co-auteur de Warren Gettler, suit une série de codes et de cartes du KGC. Il découvre une cachette d'or datant de la guerre de sécession. Cette découverte d'or confédéré ne les enrichit pas, mais il trouve une preuve tangible suggérant que ce trésor existe. Notre intérêt à découvrir ces sites, c'est de montrer que cette fabuleuse chasse au trésor et l'histoire qu'elle évoque existent. Ouvrez bien les yeux, c'est fascinant. Il faut respecter ça, il faut vénérer ça. Si Pike a bien enfoui l'or des Confédérés, pourquoi ce trésor n'a-t-il pas servi à financer un deuxième soulèvement séparatiste? Quand la guerre a fini et que la reconstruction est venue, cet objectif a semblé s'estomper. Il doit donc y avoir un but plus grand qui s'inscrit dans la tradition maçonnique. Une des devises phares du rite écossais ancien et accepté est « du chaos à l'ordre ». Nous pouvons donc penser que si le trésor est toujours enfoui, il le garde en cas de cataclysme, d'Armageddon ou d'un quelconque désastre. Cette fortune sera déterrée et servira à fonder une nouvelle société. Est-ce cela le grand secret des francs-maçons? Pas seulement un trésor, mais la prophétie d'une apocalypse annoncée? Quand je me suis rendu compte que la prophétie maçonnique avait une chronologie qui correspond à celle de la Bible, j'ai senti instinctivement que je devais le faire savoir aux gens. Le chercheur Edward McKinney a le sentiment d'avoir déchiffré le code de l'apocalypse maçonnique. Si nous regardons ce diagramme, nous voyons la tribulation de 7 ans qui est mentionnée dans le livre de la Révélation.
Existe-t-il un rapport entre un trésor enfoui, une prophétie d'Apocalypse et des secrets maçonniques? Les francs-maçons constituent la plus vieille société secrète du monde. Certains prétendent qu'ils protègent un fabuleux trésor caché. Que cela soit vrai ou non, les francs-maçons ont eu une énorme influence sur la fondation des États-Unis. Je crois que la franc-maçonnerie était une force incroyable pour façonner le caractère américain. De nombreux pères fondateurs étaient des francs-maçons. Ils ont pris leurs idées, leurs idéaux, et les ont inculqués à la société américaine naissante. La première loge maçonnique d'Amérique apparaît en 1720 à Boston. En 1731, le jeune Benjamin Franklin est initié. George Washington est initié à l'âge de 20 ans, en 1752. Sam Adams, Paul Revere, Patrick Henry, John Hancock sont tous des francs-maçons. Ces mêmes leaders maçonniques deviennent des leaders politiques alors que les colonies britanniques deviennent la République des États-Unis. Le gouvernement qui a été le plus influencé par les concepts, l'enseignement et les pratiques des francs-maçons, c'est le gouvernement américain. Les francs-maçons ont vraiment créé les États-Unis d'Amérique. En fait, la Constitution des États-Unis n'est pas un document américain. C'est un document typiquement maçonnique. L'Angleterre n'a pas de constitution écrite. À la place, elle a un système de lois, de coutumes et d'accords écrits et non écrits. Lorsque les pères fondateurs cherchent un modèle de constitution écrite, ils n'en trouvent qu'un seul. Un document maçonnique appelé les Constitutions d'Anderson. Rédigées en 1723 par le franc-maçon britannique James Anderson, ces constitutions encadrent la gouvernance de toutes les loges maçonniques. Les constitutions d'Anderson prévoyaient des règles pour les élections. Elles prévoyaient le suffrage universel. Tous les membres avaient le droit de vote. Elles prévoyaient la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de réunion. Toutes ces choses qui sont dans la Constitution des États-Unis existaient déjà dans les constitutions d'Anderson. En fait, des articles de la Constitution américaine semblent directement tirés de la Constitution des francs-maçons. L'article 10 d'Anderson prévoit un gouvernement représentatif. L'article 14 prévoit le contrôle et l'équité du pouvoir exécutif. L'article 37 garantit la liberté d'expression, la liberté de culte et la liberté de réunion. Ces concepts maçonniques sont rédigés 64 ans avant la Constitution américaine. Il n'est sans doute pas surprenant que 13 des signataires soient des francs-maçons. Même la prestation de serment du président, qui se répète tous les 4 ans à la suite du résultat des élections nationales, provient tout droit d'un rituel maçonnique. New York, 1789. George Washington s'apprête à être investi premier président d'Amérique. Au moment de l'investiture, George Washington a demandé une Bible. Il n'y avait pas de Bible, car la prestation de serment n'impliquait aucune formalité. Il a dit non, j'ai besoin d'une Bible. C'est sur la Bible que je vais prêter serment. Dans une loge maçonnique,